BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Jeudi, c'est tout de même le jour où l'on retrouve Jean-François Filiatre. Merci Jean-François. Bonjour Cédric. Marché gagnant, votre sujet cette semaine? Contexte un peu particulier, alors je vais vous faire une chronique politico-philosophico-financière. La faute à un déjeuner l'autre jour avec Madame Michu. Je rappelle que Madame Michu est l'ancêtre de ma copine Choupinette, et comme j'ai dit que c'était l'ancêtre, ça nous a donc permis de nous livrer dans la joie et la bonne humeur à une analyse de l'évolution des choses au fil des années. Et en fait, notre débat est parti de la communication. Bon, donc en fait pas du tout de la finance. Pas du tout. Donc à vos auditeurs désireux de savoir aujourd'hui quelle est la meilleure action à acheter, ce n'est pas mon thème du jour. Aujourd'hui, en fait, je vous propose de rentrer, jour de grève, dans les coulisses de notre profession et dans les coulisses de l'épargne. Et je vais le faire en pensant à un proverbe chinois où il est dit que quand le sage montre la lune, certains regardent le doigt. Non, on dit l'imbécile regarde le doigt. Vous parlez de communication, en quoi trouvez-vous que les pratiques ont changé au fil des années? Alors comment on fait notre métier? En fait, on essaie d'aller glaner de l'information à droite et à gauche, et puis on essaie aussi, quand on a un peu d'ancienneté, de tirer profit de sa capacité d'analyse. Alors l'info, elle peut venir de personnes bien intentionnées, soit on va la chercher, et en fait les services com sont quand même toujours au centre du dispositif, mais en fait, en réalité, de plus en plus présents. Et autre fait notable, on les appelle de plus en plus des services de communication et d'influence. Alors, Cédric, on parle de la presse contre pouvoir. Qui a du pouvoir vraiment? Bon, on a quand même quelques milliers d'auditeurs et de téléspectateurs, non? Ça pèse quand même un peu? Alors c'est vrai, mais sans être déplaisant ni pour vous ni pour moi, parce que je me range dans le même lot, mais la dynamique aujourd'hui, elle est plus du côté des influenceurs, les Nabila qui nous vendent des cryptos, ou les autres acteurs hier inconnus qui nous vendent le rêve de devenir financièrement indépendants sur le web. Alors au passage, on notera d'ailleurs que l'autorité des marchés financiers et l'autorité de régulation professionnelle de la publicité réfléchissent à une certification d'influenceurs responsables, ce qui entre nous me fait quand même doucettement rigoler. Quand je vois tout ce qui va devenir responsable dans notre société, les influenceurs, la finance... Ah, on vous retrouve ironique, à souhait, comme d'hab. Ouais, malheureusement. Alors, vous le savez, je suis très impliqué dans les sujets d'éducation financière et vous allez le voir, notre débat du jour, en fait, il est politique au sens vide de la cité. Alors, je devrais avoir honte pour un fils de prof du côté maternel et du côté paternel, mais longtemps, je n'ai pas eu la définition théorique de l'éducation. En fait, la logique de l'éducation, c'est de fournir un bagage à l'individu, histoire de lui permettre d'avoir ensuite son libre arbitre dans sa prise de décision. Alors, parfois, c'est vrai, on apprend des choses qui servent à rien, mais on ne sait jamais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Cédric, vous ne voyez pas une certaine confusion entre les notions d'éducation et d'influence? Bon, je sais pas, ce sont deux personnes qui parlent, non? Alors, Cédric, je tiens à vous dire, vous êtes absolument choupinou d'avoir donné exactement la réponse que je vous avais proposée, ce qui témoigne que je peux parfois être un peu influenceur. Alors oui, sur le fond, vous avez entièrement raison, c'est deux personnes qui parlent. Sauf qu'en réalité, il y a une différence. L'éducateur cherche à vous donner une liberté, celle du savoir et de la prise de décision librement consentie, alors que l'influenceur, au contraire, il cherche à vous mener de force dans un chemin, donc à vous retirer une liberté. Et puisque j'ai dit que je ferai 2 minutes de politique, je vais créer une sorte un peu d'échelle provocatrice en mettant d'un côté la liberté et la démocratie et de l'autre côté l'absence de liberté et un certain totalitarisme. Eh bien, je vous dirai sans aucune difficulté que la liberté est beaucoup plus proche de la démocratie que l'influence. Bon, discours, très bien. Est-ce que tout ça s'applique à la finance? Eh bien, je vais vous dire. Pourquoi je vous aurais parlé de tout ça si ça ne pouvait pas être aussi un sujet financier? Alors, on va faire de l'éducation. Si je vous dis nudge, vous me répondez quoi? Nudge? Ouais. Kezako? Alors, la théorie du nudge, on appelle ça aussi la stratégie du coup de pouce, c'est quelque chose qui ressort des travaux de finance comportementale qui ont été notamment menés par Richard Thaler. Alors ça, la finance comportementale, vous aimez bien, vous y avez souvent recours. Oui, alors je vais vous dire, la finance comportementale, c'est un peu comme les travaux d'Einstein. Ça peut être bien utilisé ou mal utilisé. Alors moi, je reste dans mon couloir éducatif et j'utilise les travaux de finance comportementale pour éduquer les épargnants. On sait par exemple qu'il y a un biais de surconfiance lorsque on prend une décision d'investissement. C'est ainsi que l'on constate que plus de 50% des ordres qui sont passés par les particuliers sur les marchés financiers sont directement
exécutable. Et moi, j'attire l'attention sur ce fait et j'invite les épargnants à réfléchir pour savoir s'il n'y a pas d'autre voie. C'est ainsi que chez Marché Gagnant, on a créé l'ordre Bonnes Affaires qui fonctionne plutôt pas trop mal sur notre portefeuille. Et de la même façon, d'ailleurs, quand on a créé notre portefeuille, je n'ai pas voulu venir vous voir en me mettant dans la peau d'un influenceur ou d'un gourou, en vous disant j'ai sélectionné tel et tel titre, mais j'ai essayé d'apporter un cadre de réflexion qui prenait en compte des biais connus en finance comportementale. Et puis, on a commencé. Vous avez commencé par faire du découpage. Vous avez commencé par tirer au sort après avoir fait du découpage, et ensuite on a donné la parole à la communauté pour prendre position. Bon, vous faisiez référence à Einstein. Y a-t-il d'autres utilisations de la finance comportementale? Alors, il y a le nudge. Alors, en pratique, c'est souvent utilisé par des entités qui, à partir d'une petite décision a priori anodine, vont essayer de changer les comportements pour avoir un impact majeur. Alors ça, notamment, par exemple, c'était utilisé en politique. Mais restons dans la finance avec un petit quiz. Cédric, est-ce que vous voyez une différence majeure entre un contrat d'assurance vie multisupport et un plan d'épargne retraite? Bon, à part quelques idées de fiscalité à la marge, non, pas vraiment. Eh bien, Cédric, vous n'aviez pas gagné les 1000 francs du banco et vous n'avez rien vu sur l'application du nudge. Alors, le nudge, il a été utilisé, l'un des faits marquants, c'est totalement hors finance, c'est dans les sujets de don d'organes. Avant, la règle pour donner des organes, il fallait faire une déclaration en ce sens en disant « j'accepte de donner mes organes ». Et puis, grâce au nudge, et né de des théories de finance comportementale, on s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus efficace d'inverser le système en partant de la logique, en disant « par définition, vous êtes d'accord pour donner vos organes, sauf si vous dites l'inverse. » Et là, en vous disant ça, je vous donne une clé de lecture pour bien comprendre. Alors, maintenant, je compte sur vous pour voir si vous avez bien compris. Si vous souscrivez un contrat d'assurance vie multisupport, qui décide de la répartition des actifs? Je dirais moi, naturellement, sous réserve toutefois que c'est l'assureur qui consent notamment à la répartition, c'est-à-dire au poids du fonds euro, non? Vous voyez, on était mal parti, mais l'éducation porte ses fruits. Maintenant, j'apprends vite. Vous souscrivez un PER, qui décide de la répartition des actifs? Ah oui, c'est vrai, la règle n'est pas la même. On vous impose une gestion pilotée à horizon, et si vous voulez passer en gestion libre, c'est à vous de faire la demande. Eh bien, je viens de voir votre regard qui vient de quitter le doigt pour en passer sur la Lune. Alors, c'est rien, c'est un petit détail, c'est imperceptible, et pourtant, ça change tout. Techniquement, on a... Un petit pas pour l'épargnant, mais un grand pas pour la finance. En fait, on a renoncé à l'éducation qui ne fonctionnait pas en assurance vie, car on ne parvenait pas à faire pousser les gens à quitter le fonds euro pour aller vers des unités de compte, pour prendre une mesure où, en réalité, on a en partie écorner leur liberté. Allez, on continue pour voir si vous avez bien suivi. Dernière question on est toujours sur le thème de l'assurance vie. Quand vous entendez assurance vie couteau suisse, est-ce que vous vous dites que vous avez affaire à un éducateur ou à un influenceur? Maintenant, je me méfie. Maintenant que j'ai pris la direction de la Lune, je me dis que vous allez me démontrer le contraire de tout ce que je vais vous raconter. Non, mais en réalité, vous l'avez fait tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure en disant sous la contrainte de ce que me permet l'assureur sur le fonds euro. Et je vais vous raconter une histoire, c'est que demain, quand les taux courts vont monter, on verra qui, sur son contrat d'assurance vie, peut arbitrer du fonds euro vers une SICAV monétaire. Et je vous annonce de suite de fortes désillusions. Qu'est-ce qu'on se dit en concluant? Pour conclure, oui, oh là. Eh bien, écoutez, j'ai écouté avant-hier l'interview de la nouvelle patronne de l'autorité des marchés financiers, Marianne Barbalayani, sur une radio concurrente. Interview intéressante, très orientée investisseurs particuliers, bien plus que place. Et ça, je ne peux que m'en féliciter. Et je voudrais quand même revenir sur un point. À un moment, elle dit, il faut qu'on essaie d'être simple et de donner de bons conseils. Donc là, elle le fait pas, mais en tout cas, elle doit le faire dans sa tête en disant, oups, l'AMF est pas là pour donner du conseil, donc elle corrige. Et elle dit, il faut qu'on fasse en sorte que de bons conseils soient donnés. Et là, en fait, on pointe une spécificité de notre système si l'on raisonne en termes de liberté. Pourquoi? Parce que si un épargnant veut avoir son libre arbitre, je dis, moi, je fais toujours des arbres de décision, le choix premier que l'on doit avoir, c'est est-ce que je fais les choses moi-même ou est-ce que je me fais conseiller? Et en pratique, dans notre pays, ce choix originel, il n'existe pas. Si demain, j'achète un contrat d'assurance vie, sans conseil, parce que je considère que je n'ai pas besoin de conseil, ou si j'achète un contrat d'assurance vie avec conseil, eh bien, je paierai exactement le même prix.
Idem, il était question il y a de cela quelques instants sur les SCPI. Si j'achète une SCPI sans conseil ou si j'achète une SCPI avec conseil, eh bien, sera exactement la même chose en termes de frais. Et moi, me semble-t-il, ce n'est absolument pas normal. Et en fait, en réalité, tout ça me laisse à penser que personne ne cherche véritablement à faire de l'éducation, c'est-à-dire de donner aux individus leur libre arbitre, et que trop souvent, elle est le faux-nez de l'influence. Toujours est-il, me semble-t-il, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette chronique aujourd'hui, qu'il est majeur que les épargnants et les individus sachent faire la différence entre l'éducation d'un côté et l'influence de l'autre. Merci beaucoup Jean-François. Bon, on essaie quand même, nous, un peu d'être pédagogue régulièrement. Ouais, on essaie, mais c'est un peu la voie de toute manière de tout ce qu'on essaie de faire. Ça plaît pas toujours, mais on pense essayer d'être utile en donnant des clés aux gens pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Eh bien, on essaiera de donner encore quelques clés dans une poignée de minutes en répondant à toutes les questions que nous envoient les auditeurs. N'hésitez pas à nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr.